terminer ce cours. On va juste aborder le chapitre 2. On va voir la définition du déterminant d'une matrice et voir comment s'est traduit le théorème sur les bases matriciellement. Donc on va aller jusqu'au théorème 11 et traiter les exemples associés. Comme ça, vous pourrez directement utiliser le déterminant des matrices dans les exercices que vous aurez à chercher dorénavant. Donc, ça ne va pas être la grande révolution, hein, puisqu'on sait déjà que quand on écrit une matrice A de Mn de K, je peux la voir comme la matrice des vecteurs colonnes qui sont naturellement vus comme des vecteurs de Kn exprimés dans la base canonique. Donc on avait déjà vu qu'une matrice de taille Nn, qu'une matrice carrée, pouvait se voir comme matrice d'une famille de vecteurs exprimés dans une base. Là, on fait un choix canonique. Les colonnes sont des vecteurs de Kn qu'on exprime dans la base canonique. Donc jusque-là, ce n'est pas la révolution. Donc, comme on a défini ce que c'était que le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base, eh bien la définition la plus naturelle qu'on peut donner pour le déterminant d'une matrice, c'est de dire que c'est le déterminant de la famille de ces vecteurs colonnes exprimé dans C, où C, c'est la base canonique de Kn. Donc là, je le répète, c'est la manière la plus naturelle pour passer d'une famille de vecteurs au déterminant d'une matrice. Voilà. Ça rappelle quand même une remarque, une petite remarque en passant. C'est que maintenant qu'on a défini ce que c'est que le déterminant d'une matrice, on vient de définir une application déterminant. Ce déterminant, grâce à cette définition, est donc une application qui est entièrement définie sur Mn de K. Et je vous rappelle que le déterminant, c'est un nombre scalaire, c'est donc un nombre dans K. Qui à une matrice A va donc associer quoi? Par définition, le déterminant de A, on a dit qu'on pouvait le voir comme le déterminant dans la base canonique de Kn, des vecteurs colonnes de Kn que l'on voit exprimés dans la base canonique. Moralité, comme l'application déterminant dans la base C, c'est une forme, donc dans le contexte actuel, bien sûr, le déterminant dans la base C est une forme n linéaire alternée sur, alors ici l'espace Kn, puisqu'on a dit qu'on voyait les vecteurs colonnes comme des vecteurs de Kn. Donc le déterminant dans la base C, c'est donc une forme n linéaire alternée sur l'espace vectoriel Kn. Donc moralité, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de par la définition même? L'application déterminant définie sur Mn de K, par ce biais-là, donc définie sur Mn de K, c'est aussi une forme n linéaire alternée, est une forme n linéaire alternée sur les colonnes de la matrice. N linéaire alternée des colonnes de la matrice A. Donc voilà, on va donc bénéficier des propriétés habituelles des formes n linéaires en voyant cette application comme la forme n linéaire alternée déterminant dans la base canonique appliquée sur les différents vecteurs colonnes. Les notations, ça va être des notations matricielles qu'on a déjà vues. Donc du point de vue des notations, on le notera comme ça, mais ce déterminant de A, on choisira les notations matricielles habituelles, c'est-à-dire on écrit les coefficients de cette matrice entre des barres, plutôt que de l'écrire entre des parenthèses ou entre des crochets. Ça, je vous ai laissé entièrement libre de la notation. Donc voilà, les barres sont remplacées par les crochets. Et en fait, ça rejoint quoi? C'est les notations habituelles qu'on avait prises, puisque là, vous avez les vecteurs de Kn que j'exprime dans la base canonique de Kn. Donc je note ici C va être égal à E1, En, la base canonique de Kn. Donc les notations matricielles sont en cohérence totale avec les notations qu'on avait prises ci-dessus. Donc voilà les différentes notations matricielles. Alors ces notations matricielles, on va évidemment les décliner pour des formules pour n égale 2, n égale 3, et je vais même donner une formule pour n égale 1, même si le cas se produit rarement, il faut quand même savoir ce que c'est que le déterminant d'une matrice de taille 1, 1. Donc je vais déjà prendre une matrice
de taille 1,1, donc une matrice de M1 de K. Bon, bah, une matrice de M1 de K, hein, elle a un seul coefficient A11. Et bien par définition, le déterminant de A, c'est juste le nombre qui lui est associé. Donc on sait que dans ce cas-là, une matrice de taille 1,1, on peut l'associer à un nombre, l'assimiler à un nombre. Et bien le déterminant, c'est juste la valeur de ce nombre. Dans le cadre des matrices de 2, si A est une matrice de 2, alors on peut écrire les coefficients avec des coefficients A11, A22. Donc très souvent pour des matrices de 2, à vrai dire, les matrices on les notera A, B, C, D. Eh bien, le déterminant de A, eh bien, voilà, j'ai fait des barres un peu trop rapidement, voilà. Le déterminant de la matrice A, donc le déterminant de cette matrice, donc on a la notation standard pour représenter le déterminant avec les colonnes, comme ceci, les doubles barres, et la valeur du déterminant, bah, je vous rappelle que comme c'est le déterminant de ces vecteurs exprimés dans la base canonique de Kn, vous vous rappelez, on a la formule qui traduit la proportionnalité, c'est par définition AD moins BC. Donc pour l'instant, on sait parfaitement ce que c'est que le déterminant d'une matrice de 2. Pour une matrice 3,3, je vais écrire ça sur une autre feuille. On a vu aussi comment calculer du coup le déterminant d'une matrice 3,3. C'est la formule qu'on a vue pour les matrices, enfin pour on va dire le déterminant d'une famille de vecteurs, de 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc là par contre, je vais plutôt utiliser la manière conventionnelle d'écrire les coefficients. Donc A11, A21, A31, A12, A22, bon, etc. Vous connaissez cette façon de faire où l'indice de la ligne, c'est le premier indice, et l'indice de la colonne, c'est le second indice. On retrouve la formule qu'on connaît sous le nom de règle de Sarrus, qui s'obtient simplement en continuant ici à réécrire la première ligne, puis la deuxième ligne en continu. Et on peut écrire la formule de déterminant en prenant les diagonales principales, donc A11, A22, A33, donc première diagonale principale. La deuxième, ça va nous donner plus A21 fois A23 fois A13, plus la troisième diagonale A31 fois A12 fois A23. Donc la somme des produits des termes diagonaux dans la principale. Et ensuite, on prend les diagonales secondaires. A31 fois A22 fois A13, plus la deuxième diagonale secondaire A11 fois A23 fois, oh là, c'est 3,2 ici, troisième ligne, A23. Ah, et du coup, il y en a une qui est fausse là, c'est celle, la troisième. Ici, c'est A3, 2. Aïe, 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 A3, 2. Voilà. Donc là, c'est corrigé. Donc là, j'en étais à A11 fois A3, 2 fois A2, 3. Ah bah, il intervenait quand même. Bravo. A1, 2 fois A2, 1 fois A3, 3. Donc voilà la règle de Sarrus. Les diagonales principales moins les diagonales secondaires. Donc là, on a une formule, pareil, clé en main, qui nous permet de calculer le déterminant d'une matrice 3,3. Malheureusement, je vous ai dit, l'objectif du cours, ça va être de calculer des déterminants de taille plus importante, mais la technique de Sarrus ne se généralise pas pour des matrices 4,4, 5,5. On ne peut pas utiliser des arguments aussi simples pour récupérer les différents coefficients. Bon, néanmoins, il serait quand même payant de calculer des déterminants fondamentaux de matrices qui possèdent plus que 3 coefficients sur chaque ligne et 3 coefficients sur chaque colonne. Donc après ces exemples très généraux, on va voir des exemples un petit peu plus particuliers. Exemple. Alors, il y a des matrices particulières dont il est facile de calculer le déterminant. Déjà, par exemple, le déterminant de la matrice nulle. On peut légitimement se poser la question. Bah, ça, c'est facile. Le déterminant de la matrice nulle, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'application déterminant dans la base canonique, c'est une forme linéaire sur les colonnes.
Or, on sait que dès lors que la famille des vecteurs colonnes est une famille liée, le déterminant est nul. Or, une famille qui contient le vecteur nul est nécessairement liée. Or là, tous les vecteurs colonnes sont nuls. Donc là, la famille des vecteurs colonnes étant liée, le déterminant de la matrice nulle, c'est toujours égal à 0. Donc voilà un exemple général qui est torché. Le déterminant de la matrice identité. Alors le déterminant de la matrice identité, c'est quoi? Si j'écris la matrice identité, ça donne quelque chose comme ça. Après, on va mettre des pointillés pour dire les 1 se baladent sur la diagonale. On a des zéros au-dessus, on a des zéros en dessous. Si je mets la légende associée, là, ça représente les vecteurs colonnes de la matrice que je décompose dans la base canonique E1, E2, En. Enfin, vous notez que ça, c'est exactement les vecteurs de la base canonique de Kn. Hein. Donc, en fait, le déterminant de l'identité, ça, c'est exactement le déterminant de la base canonique de Kn dans la base canonique de Kn. C'est ce que je pourrais appeler le déterminant dans la base C de la base C. Et ça, on sait que par définition du déterminant dans la base C, ça fait 1. Puisque déterminant dans la base C, c'est l'unique forme n linéaire alternée qui prend la valeur 1 sur cette même base. Donc le déterminant de l'identité, c'est cool, ça fait 1. Alors, on va aller encore un tout petit peu plus loin, et on va voir ce que donne le déterminant d'une matrice diagonale. Que donne le déterminant de la matrice diagonale? Diagonale de alpha 1, etc. jusqu'à alpha n. Ça va être égal à quoi? Alors bah déjà j'écris ma matrice diagonale, hein, donc j'ai alpha 1, 0, hop là, alpha n. Alors souvent pour dire qu'on a des zéros, on met des zéros entre parenthèses comme ça. Vous avez les deux écoles, soit vous l'écrivez avec des pointillés, soit vous dites, bon bah c'est dans la globalité de ce qui se passe au-dessus de la diagonale. Si je fais encore une fois mon petit tableau, mes vecteurs ils sont donc décomposés dans la base canonique E1, En. Et le premier vecteur colonne ici c'est quoi en fait? C'est alpha 1 fois le vecteur E1. Et le dernier c'est alpha n fois le vecteur En. Donc en fait ce que vous avez ici, si vous écrivez ça comme le déterminant d'une famille de vecteurs, c'est le déterminant dans la base canonique de alpha 1, E1, etc. jusqu'à alpha n, En. Tiens. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme propriété pour me ramener à ce qui se passe au-dessus? Mais le déterminant, c'est n linéaire. Par exemple, si je regarde ce qui se passe par rapport à la première place, cette place-là, je peux utiliser la linéarité par rapport à la première place. Ce qui me permet de faire quoi? De factoriser alpha 1. Donc là, je vais récupérer déterminant de alpha 1 fois déterminant dans la base canonique de E1, alpha 2, E2, etc. jusqu'à alpha n, En. Puis maintenant, je peux utiliser la linéarité du déterminant par rapport à sa deuxième place. Si je fixe les autres places et que je regarde la deuxième place, j'obtiens une application linéaire. Donc ça va me donner quoi? Bon, bah, j'ai toujours le alpha 1 qui est en facteur ici, mais je peux sortir alpha 2 de la deuxième place, comme je viens de le dire. Et donc je vais récupérer le déterminant dans la base canonique de 2, alpha 3, E3, etc., alpha n, En. Bon, alors là, j'ai voulu décomposer le mouvement, mais on voit que si on applique cette linéarité à chaque ligne des places, on va pouvoir sortir alpha 1 de la première place, alpha 2 de la deuxième place, etc., alpha n de la nème place. On va donc récupérer le produit des alpha i, multiplié par le déterminant de la base canonique dans la base canonique, et on sait que par définition, ce déterminant vaut 1. En fait, on récupère ici le déterminant de l'identité. Donc on récupère que le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit de ces éléments diagonaux. Donc, vous voyez que même si on n'a pas de formule pour les déterminants de taille supérieure, on peut quand même s'arranger pour récupérer des déterminants de certaines matrices particulières. Donc, l'objectif de la suite du cours, ça sera pour pallier justement le fait qu'on n'a pas de formule pour des matrices de taille supérieure ou égale à 4, de voir comment je peux exploiter les propriétés du déterminant pour obtenir des formules pour des matrices particulières. Et l'idée ensuite sera de se ramener au calcul de déterminants de ces fameuses matrices particulières. Bon, alors il est temps d'arriver au deuxième grand théorème de mon cours, celui qui caractérise l'inversibilité des matrices, le théorème numéro 11.
Donc voilà notre fameux théorème qui va nous permettre de mesurer l'inversibilité d'une matrice. Est-ce qu'une matrice est inversible ou non? Alors, vous vous rappelez, dans le cours sur les matrices, on avait vu les différentes caractérisations qu'on pouvait donner à ce jour des matrices inversibles. C'était vertigineux le nombre de caractérisations qu'on avait déjà. Eh bien, celle-là, elle va venir quelque part un peu les écraser toutes, parce que c'est un simple calcul, c'est une simple formule qui, clé en main, va nous dire si la matrice est inversible, oui ou non. Et cette matrice, elle sera spécialement adaptée au cas où la matrice contient des paramètres, où c'est jamais très facile d'utiliser les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes en prenant en compte les différentes valeurs que peuvent prendre les paramètres. Et bien là, comme on aura une formule clé en main qui va nous donner la valeur du déterminant de la matrice, on pourra tout de suite trouver les valeurs du paramètre selon laquelle la matrice est inversible ou pas inversible. Donc voilà la caractérisation que je propose. Ma matrice est inversible si et seulement si déterminant de A est différent de 0. Et évidemment, en contraposant chacune des implications, on récupère aussi une caractérisation des matrices qui ne sont pas inversibles. Ce sont les matrices qui ont un déterminant nul. Donc si j'ai un déterminant nul, je ne suis pas inversible. Si j'ai un déterminant non nul, je suis inversible. Ah, je crois que ma fille est en train de regarder un truc là, ça s'appelle... comment ça s'appelle ce truc là? Ah là là, la télé là, avec Christina Cordula là. Comment ça s'appelle? Reine du shopping, voilà. Si j'étais Christina Cordula, je dirais: oh ma chérie, si tu veux montrer qu'une matrice est inversible, il faut être moderne, utilise de déterminants. Ça, c'est moderne. Hein. Voilà, donc mais je ne suis pas Christina Cordula. Néanmoins, c'est une méthode moderne. Eh bien, on va faire une démonstration. Et en fait, le gros du travail est déjà fait. Le gros du travail, c'était voir que ces formules n linéaires alternées, ces formes n linéaires alternées, détectaient les bases. Eh bien, on va s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire que la matrice A est une matrice inversible? Donc, ce que je vais écrire en disant appartient à un GLN de K. Eh bien, utilisons la caractérisation la plus avantageuse par rapport à la définition du déterminant de A. On a vu que ma matrice était inversible si et seulement si les vecteurs colonnes de A formaient une base, la famille des vecteurs colonnes formait une base de Kn, le K espace vectoriel Kn. Effectivement, puisqu'on a vu qu'on pouvait interpréter ces colonnes comme les images des vecteurs de base par l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A. Cette application était inversible si et seulement si ces vecteurs formaient une base de l'espace dans lequel ils se placent, ici une base de Kn. Donc on a cette équivalence qui est gratuite. Or, nous on a vu qu'une famille de vecteurs est une base si et seulement si son déterminant dans une base de Kn n'est pas nul. Moi, qu'est-ce que je vais choisir comme déterminant comme base de Kn? La base canonique, pardi. Donc, ceci est une base de Kn si et seulement si le déterminant de cette famille de vecteurs vu comme vecteur de Kn dans la base canonique de Kn est différent de 0. Mais ça correspond exactement à la définition du déterminant de A. Donc on obtient que la matrice ici est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. On a donc maintenant un outil très intéressant pour démontrer qu'une matrice est ou n'est pas inversible. Alors, on va tout de suite traiter un petit exemple tout à fait simple pour souligner l'inversibilité d'une matrice. Un petit exemple, alors on va prendre la matrice A dont les coefficients sont 1, A, 1. Là, on va dire 2, moins 1, 3 et 0, 1, 1. Donc on voudrait savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes. Donc si je vois ça comme une matrice de M3 de C, donc je cherche une condition nécessaire et suffisante sur la matrice A pour que, petit a, pour que A soit une matrice inversible, donc pour que A soit une matrice de GL3 de C. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est échelonner la matrice par ligne, etc. Bon, ce qui est pas forcément toujours très simple quand on a des paramètres, alors que maintenant les choses vont être beaucoup plus simples. Ce que je vais faire, c'est directement calculer le déterminant de la matrice A. Donc on écrit la matrice, enfin le déterminant de la matrice sous sa forme standard, donc sous forme matricielle avec des barres verticales. Et
comme c'est une matrice 3-3, j'ai une formule pour faire ça. C'est ce que j'ai appelé la méthode de Sarrus, qui consiste à réécrire la première ligne en dernière position, puis à nouveau la deuxième ligne. Et pour calculer ce déterminant, on fait le produit des différentes diagonales. Donc je vais commencer déjà par le faire, les produits des diagonales qui sont ici. Donc là, en multipliant ces trois termes-là, j'obtiens moins 1. En multipliant les trois termes qui sont ici, ben, j'obtiens 0, puisque la multiplication par 0 va donner de toute façon 0. Et quand je multiplie ces trois coefficients-là, j'obtiens 2. Donc ce que j'obtiens en additionnant le produit des trois diagonales principales, ça va donc me faire 1. Plus, pardon, moins, ça commence fort, moins, évidemment, le produit des trois diagonales secondaires. Alors, les trois diagonales secondaires, je vais les mettre d'une autre couleur. Je vais les mettre en rouge. La première diagonale secondaire, ben, elle contient 0 dans les éléments de son produit, donc ça va me donner 0. La deuxième diagonale secondaire va me donner 3. Et la dernière des diagonales secondaires va me donner 2A. Donc finalement, si je regarde ce que vaut le déterminant de A, le déterminant de A, ça vaut donc, alors dans la première terme, je vais récupérer 1. 1 moins 3, ça va me faire moins 2, moins 2A. Donc je récupère a priori que la matrice A est une matrice inversible à coefficient complexe, si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Or, je m'aperçois que le déterminant de A est nul uniquement si A est égal à moins 1. Donc la matrice est inversible si et seulement si A est un nombre complexe qui est différent de moins 1. Lorsque A est égal à moins 1, je peux dire que la matrice est tout de même de rang 2, à coup sûr de rang 2, puisque les deux dernières colonnes sont par exemple non proportionnelles, donc le rang de A est supérieur ou égal à 2, et comme le déterminant de A est nul, et bien dans ce cas-là, la matrice ne peut pas être de rang 3, puisque si elle était de rang 3, elle serait inversible. Donc vous voyez qu'en plus, le déterminant peut nous offrir une discussion hyper rapide sur le rang de cette matrice, plus rapide même que les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, puisque je viens de dire que le rang de A est égal à 3 si A appartient à C privé du nombre moins 1, et vaut 2 si A est égal à moins 1. Donc on voit vraiment tout l'intérêt que peut avoir ce déterminant quand on veut parler d'inversibilité, ou même, vous voyez, quand on veut parler du rang d'une matrice qui a un paramètre, c'est quand même très agréable de pouvoir manipuler le déterminant qui nous permet de trouver les valeurs du paramètre pour lequel le rang va être strictement plus petit que 3. Et dans ce cas-là, le rang, on peut quasiment le lire à l'œil nu, simplement en regardant les colonnes de notre matrice. Allez, on va s'arrêter là pour la matinée. Je vous souhaite un bon week-end.